Cette deuxième partie s'intitule « Politique et droits des animaux ». Je vous propose qu'on introduise le sujet avec une petite vidéo que nous avons réalisée et diffusée il y a quelques semaines sur les réseaux sociaux. Certaines et certains d'entre vous le savent peut-être. Entre fin 2020 et 2022, des premières interpellations pour lutter contre le spécisme ont été déposées dans certains parlements, notamment au Parlement suisse, dans 3 parlements cantonaux, dont la dernière en date dans le canton de Neuchâtel. Alors, ces interpellations, elles avaient pour but justement de décrire les impacts négatifs du spécisme sur la société aujourd'hui. Elles avaient aussi pour but de se faire positionner les gouvernements sur le spécisme pour une première fois, et dans le meilleur des cas, de pousser à l'action. Je dis bien dans le meilleur des cas. On va regarder cette petite vidéo ensemble. J'ai été élue avec mes convictions et mon but, ça a toujours été de pouvoir les défendre au sein du Parlement. Je sais que la cause animale, c'est une cause qui est malheureusement encore trop peu amenée au sein de la sphère politique, dans la mesure où je sais que j'ai été pas mal soutenue par des personnes du milieu antispéciste. C'était mon devoir de déposer ce texte à Neuchâtel. Premièrement, ça m'a paru assez naturel quand Chloé m'a transmis le texte, puisqu'on est sur une interpellation, donc on pose une question au Conseil d'État. La question du spécisme, elle est légitime. Ça a été assez facile dans le sens où finalement j'ai rédigé cette interpellation et puis je l'ai envoyée aux personnes que je considérais avoir un intérêt pour cette cause. Il y a effectivement eu M. Rieder qui l'a co-signé à mon grand bonheur. Je savais qu'il avait effectivement un intérêt pour la cause animale et j'ai été extrêmement heureuse de finalement pouvoir faire en sorte qu'il soit le premier élu libéral radical à signer une telle intervention. Je me suis quand même posé la question de savoir comment ça serait interprété dans mon groupe, mais c'est vrai qu'au PLR, j'allais dire même surtout au PLR, on est très attaché à cette liberté. Ça arrive régulièrement qu'on ait des députés qui s'associent tout d'un coup sur une question à l'UDC ou à une autre question avec les Verts libéraux, donc c'est pas quelque chose d'anormal. Et puis c'est avec vous que j'ai appris que j'étais le premier PLR à signer ce genre d'interpellation. On l'a vu, en tout cas depuis que je suis élue au Grand Conseil, chaque fois qu'on a dû traiter de problématiques liées à l'élevage, on a notamment eu un rapport sur la modernisation des fromageries, c'est toujours l'intérêt économique qui prime vis-à-vis de l'intérêt des animaux. Malgré tous les rapports qui nous disent que la consommation de produits d'origine animale est une catastrophe pour l'environnement, le lien en fait n'est pas encore fait. Il doit y avoir un petit peu de dissonance cognitive. Je pense qu'il doit y avoir un petit peu de personnes qui pensent sincèrement que c'est pas comme ça en Suisse. Maintenant, l'élevage intensif, on en a, hein, et ça a fait du bruit d'ailleurs. Difficile on va dire de le nier, en tout cas chez nous à Neuchâtel. Il y a plusieurs choses, hein. Il y a le contexte familial, il y a le contexte aussi dans lequel on évolue, il y a les lobbies, hein, dans le bon sens du terme, ça veut dire l'environnement dans lequel on est, l'entreprise, etc., qui ont un rôle à jouer et qui influencent. Moi j'ai toujours grandi, mes parents m'ont toujours laissé un peu la possibilité de me faire mon opinion, de construire ma propre idée, mon propre point de vue. Donc c'est peut-être ça qui m'a amené aussi à me poser des questions critiques sur la condition animale. Mais c'est vrai qu'au début, quand on voit le tel niveau, et là on est d'accord, je prends des exemples qui sont extrêmes, mais le tel niveau d'atrocité dans certains abattoirs, à l'étranger, qu'on se dit c'est pas possible. Je pense que par extrapolation, on se dit, dans les abattoirs, c'est propre, c'est une petite piqûre, il sent rien, il voit rien, et puis c'est réglé. Alors que c'est un tout petit peu plus violent. J'avoue qu'au départ, en fait, c'était vraiment une question plus sanitaire, donc de régime alimentaire. J'ai commencé par réduire ma consommation de viande en cherchant, et c'est pour ça que je trouve que l'information, c'est quelque chose qui est essentiel. Je me suis rendu compte de l'impact, non seulement sur la santé, mais également sur l'éthique animale, et puis bien entendu aussi la cause environnementale. Je me suis rendu compte que même simplement la production de lait avait des conséquences absolument dramatiques sur l'environnement. Avec un documentaire sur la condition des animaux dans les abattoirs. On parle souvent de dignité, vous savez, c'est souvent un mot qui revient. Et je me suis posé la question comment est-ce qu'on pouvait en fait, est-ce que c'est possible de tuer un animal avec dignité en fait. Ça a commencé comme ça. Puis je me suis assez vite rendu compte que dans ma compréhension, c'était pas possible, on pouvait difficilement faire ça.
Oui, mais complètement. Moi, j'ai fait une première législature de 2017 à 2020 où j'étais le seul végétarien de l'hémicycle, le seul qui avait une petite préoccupation par rapport à la condition animale. Donc quand Chloé, que je connaissais avant, a été élue, j'étais plutôt content parce que je savais que c'est des thématiques qui allaient peut-être un peu plus venir. Les Verts et le PLR, c'est vraiment presque aux antipodes. On est très souvent divisés, on est rarement d'accord. Il y a souvent un clivage gauche-droite assez fort entre nos deux groupes. Donc je trouve que c'est un joli message. Finalement de dire voilà, il y a des sujets qui sont clivants autant à droite qu'à gauche, parce que c'est clivant aussi chez les Verts, hein, sur lesquels on arrive à se retrouver et puis finalement on arrive à être d'accord. J'espère sincèrement que le Conseil d'État va prendre la question en main et va effectivement faire une réponse circonstanciée. J'ai pu lire les réponses qu'avaient données notamment le gouvernement fribourgeois et le Conseil fédéral. Et pour moi, ces réponses, elles étaient vides de sens. J'ai apporté des éléments vraiment liés à la situation de Châtelloise, en prenant l'exemple de l'abattoir des Ponts de Martel, en rappelant les propos même du conseiller d'État en charge du département lorsqu'on a parlé du sujet de la modernisation des fromageries. J'espère aussi qu'il saisira l'opportunité du plan climat sur lequel on est en train de se pencher pour faire le lien entre l'antispécisme et la possibilité de modifier notre consommation et notre production pour aller vers une alimentation beaucoup plus végétale. L'interpellation, elle est assez ouverte, donc elle va permettre aussi au Conseil d'État de pouvoir donner son appréciation vis-à-vis du spécisme. Et puis, je pense savoir qu'est-ce qui va être répondu. Est-ce qu'il y a une autre vision ou est-ce que c'est une vision qui est toujours très très fermée? On verra. Je vais reprendre la dernière phrase de M. Rieder. Est-ce que c'est une autre vision ou est-ce que c'est une vision toujours très fermée? La réponse à cette interpellation a été donnée début novembre par le Conseil d'État neuchâtelois. Je vais demander à Chloé Dutoit de nous donner en quelques mots son avis sur la réponse du Conseil d'État neuchâtelois. Donc on le découvre aujourd'hui tous ensemble. Bonjour à toutes et tous. Alors vous avez vu dans cette vidéo, on était quand même assez, pas optimiste, mais on espérait au moins avoir une réponse qui a un petit peu un sens. Et en réalité, la réponse est un copier-coller en partie de celle du Conseil fédéral. Voilà, le Conseil d'État n'a pas du tout pris position sur le spécisme. D'ailleurs, il a précisé dans sa réponse, et ça c'est quelque chose qu'il a mis de lui-même, qu'il ne souhaitait pas prendre position sur le spécisme dans la mesure où c'est une question vaste qui touche à la philosophie et à la liberté individuelle. Donc voilà la réponse du Conseil d'État, même pour ce qui était des points que nous avions abordés, qui étaient spécifiques au canton de Neuchâtel, là aussi aucune réponse. Voilà, cette interpellation, on a un peu eu l'impression que c'était un paix dans l'eau. Ça nous a au moins permis de thématiser ça pour la première fois au Grand Conseil à Neuchâtel. Et puis dernièrement, pour donner quand même une touche positive, vous avez vu aussi dans la vidéo une manifestation qu'il y avait eu contre la halle de Coffran, la halle d'engraissement. Et bien dernièrement, on a réussi par une implication associative et puis aussi par des questions que j'ai relayées au Conseil d'État à faire en sorte qu'une halle d'engraissement de porcs, de 2000 porcs à Neuchâtel, ne soit pas construite en raison de contradictions au niveau des respects de la qualité des eaux. Donc au moins une petite victoire à Neuchâtel, mais cette interpellation n'a pas eu l'effet escompté. Voilà. Merci beaucoup Chloé. Athénaïs, avant de vous laisser la parole pour les échanges avec nos deux intervenants, j'aimerais vous poser quand même une question. Donc on l'a dit, des interpellations similaires pour lutter contre le spécisme ont été déposées au Parlement fédéral ainsi que dans les cantons de Genève et de Fribourg. D'ailleurs, une personne ici a même déposé l'interpellation à Genève. De manière générale, qu'est-ce qu'on peut dire des réponses des gouvernements? Alors, de manière très générale, les gouvernements ne nient pas l'existence du spécisme, ce qui est le seul point positif. Le canton de Neuchâtel, on l'a entendu, mais il a aussi ajouté que l'on vit dans une société anthropocentrée. Donc c'est déjà bien, il le reconnaît, mais il ajoute juste après que cela est tout à fait logique. Je cite, ce qui est quand même un raisonnement assez surprenant. Alors globalement, les réponses, elles étaient très insatisfaisantes, dans la mesure où les gouvernements avaient tous tendance à, d'une part, nier le lien entre spécisme et la loi actuelle sur la protection des animaux, ou alors entre spécisme et élevage, parler aussi d'amalgame, on a vu ce mot dans plusieurs réponses. Donc pour nous, c'est évidemment un non-sens dans la mesure où l'exploitation et l'abattage d'animaux pour notre consommation et nos intérêts, c'est justement le cœur même de la définition du spécisme. Par exemple, le Conseil fédéral a même affirmé, je cite, que la législation sur la protection des animaux repose sur une approche non spéciste.
C'est intéressant. Pourtant, ce n'est pas parce que le terme spéciste ne figure pas dans la loi que cette dernière ne l'est pas spéciste. Alors, plusieurs conseils d'État affirment, je cite à nouveau, que le cadre légal actuel en matière de protection des animaux constitue un bon équilibre entre la garantie des droits fondamentaux des animaux et les intérêts économiques du canton. Pour nous, c'est évidemment pas acceptable dans la mesure où on voit bien qu'en matière de peser des intérêts, les intérêts humains non essentiels vont quasi systématiquement primer sur ceux des animaux à ne pas vivre, à vivre et à ne pas souffrir, justement. Alors les gouvernements, ils ont eu tendance aussi à minimiser ou nier les préoccupations exprimées, donc ne pas reconnaître les liens entre la cause à effet entre conséquences négatives du spécisme, que ce soit sur l'écologie, la santé, la société, les finances, et le spécisme lui-même. Et enfin, ils ont mis en avant très régulièrement l'exemplarité, entre guillemets, de la législation suisse. Donc en résumé, il n'y a rien à changer, ni à nos lois, ni à nos pratiques, car le respect et le bien-être des animaux concernés est assuré. Donc il faudrait simplement continuer à améliorer un petit peu la loi, comme on l'a fait jusqu'ici. Et ce qu'on constate aussi, peut-être qu'on le confirmera après, c'est que plus on monte dans les hautes sphères politiques, plus le sujet semble tabou, puisque le Conseil fédéral rejette quasi systématiquement les textes qui proposent des avancées, même minimes, pour les droits des animaux. Merci, je vous laisse maintenant présenter nos deux intervenants. Merci, oui. Alors, bonjour à vous. Merci d'être avec nous pour cette deuxième partie qui va s'intéresser à la politique et aux droits des animaux avec deux invités de choix. Hélène Touy, bonjour. Merci d'être venue jusqu'ici. Vous êtes avocate, cofondatrice et coprésidente du Parti animaliste français. Et vous avez été candidate à l'élection présidentielle française en 2022. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Et bonjour Raphaël Main. Alors, vous êtes également avocat, conseiller national suisse vert et candidat au Conseil des États pour les élections fédérales de 2023. Merci d'être là. Avec plaisir. Peut-être une petite question pour commencer quand même, parce qu'on en a parlé un petit peu avant, une actualité assez brûlante en France, notamment sur plusieurs sujets, mais en grande partie sur la corrida. Comment vous avez vécu ces derniers jours au Parti animaliste ? Oui, alors effectivement, la question de la corrida était au cœur de l'actualité ces derniers jours et ces dernières semaines. Alors, évidemment, on était à la fois optimiste sur le fait que ce texte soit pour la première fois inscrit à l'ordre du jour du Parlement, parce qu'il faut savoir qu'il y a eu par le passé une quinzaine de propositions de loi, mais qui n'ont jamais été inscrites à l'ordre du jour. Et c'était la première fois où un groupe politique acceptait de le mettre à l'ordre du jour. Donc effectivement, pour nous, c'était une avancée, un espoir. Après, plus les jours avançaient vers le jour de ce scrutin, donc le 24 novembre dernier, plus on voyait se mobiliser les défenseurs de la corrida de plus en plus bruyamment, de plus en plus publiquement. Et donc on savait que de toute façon, ils allaient tout faire pour empêcher la bonne tenue de ce scrutin et finalement faire tout pour obstruer le débat. Et c'est évidemment ce qui s'est passé. Depuis plusieurs jours, on entend qu'il y a des centaines d'amendements qui ont été déposés. Initialement, le texte devait passer en 4e proposition. Alors, quelques précisions. Chaque année, les groupes parlementaires à l'Assemblée nationale ont ce qu'on appelle une niche parlementaire. Je ne sais pas si c'est la même chose en Suisse. Donc, c'est la journée où ils peuvent décider des textes qu'ils vont mettre à l'ordre du jour et de l'ordre de passage des textes qu'ils vont présenter. Donc ça veut dire qu'ils vont déterminer en fonction des textes quels textes ils vont mettre en ordre de priorité, sachant que cette journée termine à minuit et qu'à minuit, toutes les discussions, tous les votes, c'est terminé, donc on ne peut plus discuter. Initialement, la corrida devait être abordée en 4e place. La veille du scrutin, suite notamment à la position d'Emmanuel Macron qui a déclaré publiquement que la corrida ne serait pas abolie le lendemain, ça a dû contribuer à faire monter les tensions et donc le groupe parlementaire LFI qui avait inscrit à l'ordre de sa niche le texte a finalement, dans la soirée tard, mercredi, indiqué que ça serait en seconde position. Donc effectivement, ça a encore plus fait monter la tension, les attentes, les espoirs. Nous, clairement, on savait qu'il y avait quasiment pas de chance qu'elle soit adoptée et encore moins votée. Parce que on savait que la stratégie des oppositions, c'était de tout faire pour faire traîner et que surtout, il n'y ait pas de vote final sur ce texte. Donc ça, on le savait. Par contre, ce qui nous a beaucoup déçus, c'est que ce que l'on attendait, c'était à tout le moins un débat. Et ce qu'attendaient les citoyens, c'était un débat. Et donc, un débat pour que chaque parlementaire se positionne publiquement, dans le cas d'un scrutin public, pour dire on aurait su qui se positionne pour, qui se positionne contre, et on aurait eu de la transparence là-dessus. Ça aurait été extrêmement intéressant pour la suite, pour pouvoir déterminer, et évidemment à chaque fois leur ressortir, vous avez voté contre, vous avez voté pour, et donc pouvoir qu'ils rendent des comptes à ces citoyens.
Et malheureusement, c'est une décision que je regrette, le groupe LFI a décidé, en début d'après-midi ce jeudi, de retirer le texte, ce qui fait qu'il n'y a même pas eu de débat, alors qu'il y aurait dû y avoir un débat, il y avait le temps. Il restait plus de 6 heures de débat parlementaire. Donc certes, tout le monde savait qu'il n'y aurait pas de vote final, mais il y avait le temps de débat, sachant que cette proposition de loi, et j'en termine après, il n'y avait qu'un article. Donc on avait largement le temps de savoir dans l'hémicycle qui était pour, qui était contre, qui s'était savamment abstenu ou savamment n'était pas présent. Et évidemment, on a été même privé de cette possibilité-là. Donc beaucoup de déception. Merci, du coup, je vous repose la question. Est-ce que les animaux, dans la loi française, ils sont respectés? Quel est leur statut? Alors, dans la loi française, on a beaucoup de paradoxes. Je pense que ce n'est pas propre à la France. La difficulté que l'on a, c'est que, par exemple, les animaux sauvages sont totalement exclus de toute protection. Les règles de protection animale contre les maltraitances, contre la cruauté, ne s'appliquent qu'aux animaux domestiques et aux animaux tenus en captivité. Tous les animaux sauvages ne bénéficient d'absolument aucune protection. Et donc, lorsque l'on veut les défendre, lorsque les associations animalistes veulent les défendre, on est obligé d'utiliser les règles environnementales de protection des espèces, et c'est par ce prisme-là qu'on va défendre les animaux. Mais du coup, c'est pas, et c'est ce que disait Jérôme tout à l'heure, la différence entre approche écologiste et animaliste. Du coup, c'est pas le cœur de notre axe de défense. On va défendre les espèces, du coup, du fait de la réglementation, plutôt que les animaux. Et en Suisse, Raphaël Main, est-ce que les animaux sont respectés? Qu'en est-il de cette fameuse dignité animale? Bon, peut-être en introduction, on peut dire que la dissonance cognitive à laquelle on a pensé tout à l'heure se retrouve aussi magistralement dans le Code civil avec cette fameuse disposition que peut-être certaines d'entre vous connaissez. On dit à l'article, je ne sais plus, 500 et quelques, les animaux ne sont pas des choses. Alinéa 1, les animaux ne sont pas des choses. Alinéa 2, sauf disposition contraire, les règles sur les choses s'appliquent aux animaux. Donc on a cet énorme paradoxe qui veut que, là on parle du droit civil, donc de la manière de traiter un animal quand on le vend à autrui, quand on en fait quelque chose, quand on le prête, quand on le traite de façon générale sous l'auspice du droit civil. Donc on a cet énorme paradoxe qu'on part de très loin avec une conception des animaux qui sont considérés comme des choses. Ça c'est pour la vision, je dirais, générale du droit civil. Et puis ensuite, alors on a à peu près la même logique qu'en droit français, c'est-à-dire qu'il y a la loi sur la protection des animaux qui concerne évidemment l'élevage et puis les animaux de compagnie, mais toute la question de la faune sauvage est réglée par des dispositions de la législation sur la protection de la nature, donc plus environnementaliste comme approche. Ça veut dire aussi, mais je me réjouis peut-être d'entendre M. Landry tout à l'heure sur la question épineuse du loup, mais ça veut dire aussi que la manière de traiter ces choses dans l'ordre juridique, de traiter ces deux thèmes, c'est complètement différent. Ce n'est pas les mêmes instruments, ce n'est pas les mêmes voies de recours, ce n'est pas les mêmes autorités qui sont en charge de tout ça. Donc c'est difficile d'avoir une approche globale de la question animale, de la protection de l'animal au travers de toutes ces législations. Hélène, vous vous êtes présentée à l'élection présidentielle française en 2022. On sait que ça a permis de mettre la cause animale au cœur du débat, ça c'est sûr, mais quels enseignements vous en avez tirés, alors, personnellement, mais aussi au niveau du parti animaliste? Alors oui, juste pour précision, je n'ai pas pu aller jusqu'au bout puisqu'il y a un système de parrainage, il faut 500 parrainages d'élus pour pouvoir se présenter. Donc je n'ai pas pu avoir les 500 parrainages. Donc le premier enseignement que j'en ai tiré, c'est d'abord qu'on a, je le savais déjà, mais ça nous l'a encore plus mis devant les yeux, c'est qu'on a un véritable verrou démocratique. Il est très très compliqué pour des petites formations politiques de pouvoir émerger, et le système des parrainages est un système de filtre très efficace pour empêcher des nouvelles formations politiques, des nouveaux courants d'émerger. Le problème, c'est que donc les maires, en fait, qui représentent à peu près plus de entre 80 et 90% du pool d'élus qui peuvent donner des signatures pour ces fameux parrainages, subissent des pressions aux subventions, des pressions au sein de leur parti pour les investitures. Et donc en réalité, il y a 70%, plus de 70% des élus, des maires, qui ne parrainent personne. Donc déjà, on a cette énorme problématique-là. Donc ce que l'on en a tiré comme enseignement de façon générale, c'est qu'il y avait une grave crise démocratique et qu'on n'avancerait pas sur la question animale de façon dissociée des avancées sur la question démocratique. C'est absolument indissociable. Il faut travailler à la question démocratique en même temps que la question animale.
Et d'autres enseignements que nous avons pu trouver et voir, c'est que évidemment les personnes, les citoyens sont très sensibles à la cause animale, tout ce que l'on a rencontré. On a eu beaucoup d'élan pour que ce sujet soit porté. Moi, lorsque j'ai pas pu avoir les parrainages, j'ai eu beaucoup de personnes qui étaient complètement éloignées de la cause animale, qui m'ont contacté, qui m'ont parlé spontanément, qui m'arrêtaient dans la rue en me disant vraiment on regrette, c'est un sujet important, c'est pas normal que vous ne puissiez pas avoir voix au chapitre pendant cette élection fondamentale qu'est l'élection présidentielle. Et on a eu beaucoup aussi d'écho des médias, on a eu beaucoup de médiatisation, trop visiblement aux yeux du ministère de l'Intérieur, mais ça a permis vraiment de diffuser la question, les interrogations et surtout, élément important, d'obliger les autres formations politiques à se positionner. Et vous me l'avez dit avant, même des personnes du milieu de l'élevage qui s'intéressaient au parti animaliste, mais sans vraiment oser le dire. Alors oui, quelque chose d'important, c'est qu'effectivement, vu les mesures que l'on porte, il faut s'intéresser à ceux qui sont touchés directement, évidemment les animaux, mais aussi les éleveurs. Et donc pendant la campagne, j'ai rencontré beaucoup d'éleveurs. J'ai été à leur rencontre, ceux qui ont accepté, bien sûr, de me rencontrer. Ils étaient vraiment ouverts à la discussion. Ils sont dans une énorme détresse. On l'a dit tout à l'heure, ils ont un taux de suicide le plus élevé. Ils gagnent rien, une misère pour des heures et des heures de travail. Ils sont complètement piégés dans une situation. En France, nous avons des contrats d'intégration. Donc ce sont des contrats qui, finalement, ne permettent même pas aux éleveurs de déterminer le prix de revente de leurs animaux, qui sont signés avec des coopératives. Ils ne déterminent pas le prix d'achat de leurs aliments. Ils sont complètement piégés et endettés, évidemment, endettés jusqu'au cou. Et la seule issue qu'ils ont, c'est le suicide. Et donc, ce qu'ils demandent, justement, c'est d'en sortir. Tous ceux que j'ai rencontrés, qui ont accepté de me rencontrer, qui ont osé me parler, ils m'ont dit, de toute façon, moi, l'élevage intensif, oui, je signe tout de suite. Vous me trouvez une solution pour les dettes, tout de suite, je signe. Le problème, c'est les pressions qu'ils subissent. Tous ceux qui osent publiquement s'exprimer se voient complètement éjectés par les coopératives et évidemment sans aucun moyen financier. Donc oui, nous avons eu des éleveurs et ce qu'on a pu voir, et c'était vraiment très intéressant, c'est qu'on peut travailler ensemble. Je pense que ça serait vraiment une erreur que de penser la question animale en dehors de ceux qui exploitent les animaux. On est obligé de les accompagner dans cette transition. Raphaël, vous avez aussi ce sentiment dans ce débat sur l'élevage intensif en Suisse que c'était difficile pour les éleveurs éleveuses, même qui soutenaient le texte, qui voulaient sortir l'élevage intensif, de s'exprimer publiquement, d'oser se mettre en avant par peur des représailles ou par solidarité avec quand même le milieu agricole. Oui, mais il y a peut-être deux choses à dire et qui rendent le débat assez différent du débat français. D'abord, au niveau de la tradition démocratique, on peut se saisir d'instruments qui n'existent pas chez nos amis français. Et c'est vrai qu'on peut se saisir de la question de la protection du bien-être animal par une initiative populaire. C'est ce qui a été fait avec cette fameuse initiative dont on a parlé sur l'élevage intensif. Demain, il pourrait y en avoir une autre sur les conditions dans d'autres registres de maltraitance. Et ça, c'est peut-être un élément à ne pas sous-estimer pour faire progresser le débat. Parce qu'il y a probablement moins de risques de cassure complète entre une élite qui perd, qui perd tout contact avec une sensibilité qui émerge assez fortement au sein de la population. Donc typiquement la corrida, la première chose à laquelle je pensais quand on parlait de la corrida tout à l'heure, c'est de me dire en Suisse probablement que si on était dans un contexte pareil, on se serait saisi de l'instrument de l'initiative populaire probablement beaucoup plus tôt dans le débat. Ce qui est au moins un bon point par rapport à nos complexes qu'on a souvent face à nos amis français. Maintenant, sur la question de l'agriculture, et peut-être pour revenir aussi sur ce que disait Marc Voirin tout à l'heure, moi je suis convaincu qu'on ne peut pas faire une transition contre l'agriculture, mais qu'on doit la faire avec l'agriculture. Ça fait un peu slogan de le dire ainsi, mais c'est une réalité profonde dans le contexte suisse. Ça vaut pour la question des grands prédateurs, ça vaut pour la question de la protection animale, ça vaut pour la réduction des produits phytosanitaires, qui est un énorme débat en Suisse. Et c'est vrai que je suis autant convaincu par toutes ces causes, les trois que je viens de citer par exemple, que par la nécessité de venir en appui à un monde paysan qui est dans une détresse folle. On le vit aussi, mais de façon différente. Donc c'est sûr que si on a un monde paysan qui est pris en étau entre, d'une part, des plans de réduction tout de même assez sévères de l'utilisation des phytosanitaires, entre des contraintes de plus en plus difficiles sur l'élevage, et puis, pour la question des grands prédateurs qui est très médiatisée ces temps, des contraintes aussi de ce point de vue-là,
Et moi, je comprends la détresse et leur opposition. Et donc, la clé dans le débat public, c'est qu'il faut éviter de tomber dans cette opposition. C'est-à-dire qu'on doit trouver des leviers d'accès où il y a une convergence des enjeux, une convergence des intérêts. Et puis alors, peut-être, c'est marrant de le citer dans cet exemple, dans cette discussion-là, mais la question du foie gras et du gavage a fait l'objet, comme vous le savez, ou si vous ne le savez pas, je vous l'apprends, mais d'un vote au Conseil national il y a 2-3 mois. C'était la session printemps. Voilà, merci, c'était la session du printemps, où une majorité s'est dégagée en faveur de l'interdiction d'importation du foie gras. Et c'est une bonne illustration de cette convergence entre intérêt agricole et intérêt de la cause dont on parle aujourd'hui, parce que c'était plus marqué en Suisse allemande, il faut quand même le dire en passant, parce que les Suisses allemands et le foie gras, disons, ce n'est pas quelque chose qui les intéresse. Donc les romans sont beaucoup plus ancrés dans cette tradition de défense des habitudes gastronomiques. Mais l'intérêt du milieu agricole a été assez rapidement de dire, mais bon sang, on nous interdit une pratique alors qu'on l'autorise aux voisins et ensuite on importe. Ça ne va pas. Et donc, il y a une sensibilité très forte qui s'est exprimée avec des enjeux qui ont convergé. Et alors, évidemment, le grand espoir que j'aurais, c'est qu'on puisse élargir ce type de convergence pour le bœuf importé d'Amérique du Sud, pour les poulets importés de l'autre bout de l'Europe. Et là, on aurait de quoi probablement faire converger des intérêts et travailler avec le monde agricole. Mais bien sûr, ça suppose aussi parfois des conflits qu'il faut assumer, qu'il faut porter au grand jour. Mais c'est sûr que sur l'élevage intensif, on était dans une logique de bloc qui a malheureusement laissé très peu de place pour les éleveurs. Et il y en avait, mais les éleveurs qui voulaient porter un autre regard sur la question. Si je peux juste un complément. Nous, notre positionnement, c'est de dire il faut pas laisser de côté les éleveurs, mais il ne faut pas les conforter non plus dans leurs mesures d'exploitation. C'est-à-dire que la solution, soyons clairs, elle est financière. C'est le seul levier, il est financier. D'expliquer tout l'argent public qui est déversé sur l'élevage à des fins finalement qui sont ni viables pour les acteurs économiques et les acteurs agricoles, ni pour l'environnement, ni pour personne, ni pour des questions de santé publique. Donc l'idée, c'est surtout financièrement de pouvoir leur offrir des perspectives de reconversion professionnelle vers l'alimentation végétale. Nous, notre positionnement, c'est pas d'aller les inciter à aller faire d'autres viandes d'une autre façon. Il faut s'orienter sur l'alimentation végétale. Peut-être une question par rapport à vos casquettes d'avocat et avocate. Est-ce que vous constatez, vous répondez dans l'ordre qui vous convient, un lien entre les violences faites aux animaux et celles envers les humains et les humaines ? Oui. À différents égards. Ça permet peut-être de faire une remarque sur le fait que probablement l'on oublie assez souvent que le combat doit aussi être mené sur le plan de la mise en œuvre des règles. C'est-à-dire que les règles sont insuffisantes en tant que telles, mais il y a un énorme déficit de mise en œuvre. Pourquoi ? Parce que personne peut saisir un tribunal ou est en position de saisir un tribunal pour se plaindre d'une atteinte à un animal. Donc, il y a un énorme enjeu là autour. Vous vous rappelez, on a voté il y a quelques années sur l'idée qui avait été énormément moquée à l'époque d'introduire des procureurs pour les animaux. Mais en réalité, c'était la seule bonne idée pour favoriser l'entrée dans les tribunaux de ce genre de litige. Parce que s'il n'y a pas de juge, il n'y a pas de possibilité de sanctionner une violation de la loi. Donc on peut parler de la loi et de ses insuffisances, mais on doit aussi parler de la mise en œuvre. Maintenant, est-ce que, pour faire le lien avec votre question, est-ce qu'on constate une augmentation de la violence envers les animaux et de la violence envers les humains ? Probablement oui, et ça c'est quelque chose comme écologiste qui m'importe beaucoup, c'est de dire qu'on se bat contre toutes les formes de domination, donc de domination de l'homme sur la nature, de l'homme sur la femme, dans un autre registre. On a parlé du viol tout à l'heure, il y aurait beaucoup d'analogies à faire. Hein. On a parlé notamment, je ne sais plus qui disait, je crois que c'était Jérôme qui disait tout à l'heure, quand on parle de ces questions, et typiquement de l'alimentation carnée, ça suscite des tollés sans précédent. En réalité, c'est probablement lié au fait que les adversaires ont le sentiment, à tort, mais qu'on s'en prend à leur intimité, qu'on vient dans leur cuisine. Et c'est la même réaction qu'on a quand on redéfinit la notion de viol. On dit, mais vous n'allez quand même pas nous dire comment on doit avoir des relations sexuelles. Enfin, vraiment, alors il faudrait faire attention aux analogies, elles ne sont peut-être pas entières, mais il y a des vraies analogies à faire. Et donc oui, il y a le même type de logique qui est à l'œuvre. En gros, dans toutes les formes de domination, il y a des mêmes logiques qui sont à l'œuvre.
Il y a des liens effectivement qui sont documentés entre les violences notamment faites aux enfants et enfin, dans le cadre de violences intrafamiliales, on identifie souvent des violences faites aux enfants par les violences faites aux animaux, c'est souvent des portes d'entrée. Et d'ailleurs, nous dans notre programme, on avait des propositions pour faire travailler les services de la protection de l'enfance avec des parquets spécialisés en matière de protection animale. Donc oui, il y a des liens. Un exemple que je cite souvent, moi j'exerce en milieu rural à la campagne. Donc j'aime beaucoup dire ça parce que ça casse le cliché du bobo citadin animaliste. Je suis une vraie rurale, hein. J'ai grandi et vécu dans un village de 200 habitants en pleine campagne. Donc voilà, les animalistes ne sont pas que des bobos citadins déconnectés de la nature. Moi j'ai le problème de la chasse depuis toujours. Et dans ma clientèle, donc je fais beaucoup de droits des animaux, j'interviens pour de nombreuses associations de protection animale, mais aussi un contentieux un peu plus classique familial. Et dans le cadre des violences familiales, j'ai régulièrement le cas, notamment d'épouses qui ont peur d'annoncer la séparation parce qu'elles savent que leur mari est chasseur, a des armes de chasse et craignent pour leur sécurité. Et on sait, alors il y a beaucoup de difficultés en France à avoir, je ne sais pas si en Suisse vous avez ce type de statistiques, mais vu que vous n'avez pas les mêmes règles sur la chasse, c'est peut-être différent. Il y a beaucoup d'homicides qui proviennent d'armes de chasse. Et donc on a un vrai sujet sur la sécurité, bon, outre évidemment les cas de tirs accidentels de chasseurs sur des tiers, mais en plus l'utilisation d'armes de chasse dans des conflits familiaux. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et juste, si je peux me permettre de rebondir sur la question de l'application, c'est un vrai sujet, l'application, effectivement, parce que vous avez raison, il y a les textes. Nous, en France, on a le L214-1 qui a donné le nom à la fameuse association. Ce texte, quand on le lit, on se dit wow, c'est merveilleux, tout ce qui est possible pour les animaux. Et quand on regarde un petit peu la réalité, et surtout, il y a le principe et les 15 milliards d'exceptions juste en dessous, qui permettent absolument tout et son contraire. Et donc, ce qu'on voit sur l'application des normes, on le voit avec tous les procès d'abattoir qu'on a pu faire avec L214. Le problème, c'est la sanction. D'abord, la plupart des infractions en matière de protection animale, et notamment d'élevage et d'abattoir, c'est des contraventions. Donc, la plus basse des infractions, maximum 750 1500 €, maximum, jamais prononcé. Et j'ai le cas très typique d'un abattoir du Pays de Soule, dans les Pyrénées-Atlantiques, où l'association avait dénombré un certain nombre d'infractions. Le Bureau national d'enquête vétérinaire, donc les services de l'État, après l'envoi de notre plainte, ont validé effectivement qu'il y avait 195 infractions. On se retrouve devant le tribunal correctionnel avec 195 infractions pour les animaux. Les peines encourues au maximum étaient de 200 000 €. Au final, on se retrouve avec 3 750 € de condamnation pour ces 195 infractions. Donc autant vous dire que quand vous commettez quasiment 200 infractions, que vous risquez 200 000 € et que vous êtes condamné à même pas 4 000 €, vous pouvez continuer à commettre les infractions, il n'y a pas trop de risques, c'est plus intéressant économiquement de violer la loi. Et il est là le problème de l'application, tant que déjà on a des sanctions qui ne sont pas dissuasives et en plus elles ne sont pas appliquées. Peut-être une question à Raphaël en Suisse. Est-ce que les formations juridiques, justement, elles accordent assez d'importance aux droits des animaux, selon vous? Non. La réponse est clairement non. Du reste, ces questions ne sont, pour ainsi dire, pas portées dans les cours classiques de droit. C'est-à-dire que c'est un intérêt qui est peut-être suscité à la marge dans un cours optionnel, en master, en fin de dernière année, les 45 dernières minutes du dernier semestre, dans le meilleur des cas. Donc la réponse est non. Et puis sur le drame de la mise en œuvre et des sanctions, alors là on retrouve les mêmes problématiques en droit de l'environnement, où le droit de l'environnement est en retard de 3 guerres, pour prendre une expression peut-être malvenue dans ce contexte, mais on n'a pas on a en réalité aucun arsenal juridique qui permet d'aller au bout de la règle. Parce qu'évidemment, encore une fois, si la règle existe, c'est une bonne chose, elle peut être débattue, elle est parfois insuffisante, mais au moins on aimerait qu'elle soit appliquée. Et ce que nos adversaires savent très bien, et ça vaut pour l'environnement, le climat, la biodiversité et pour la question animale, ce que nos adversaires savent très bien, c'est qu'ils peuvent parfois accepter des règles qui ont de la gueule, mais ensuite ils vont saper la mise en œuvre. Et ça, il faut juste être conscient de ça, parce que parfois, comme parlementaire, on a tendance à se taper sur le ventre quand on a obtenu une jolie victoire, mais si derrière les moyens ne suivent pas, en réalité, ça restera lettre morte. Et ça, peut-être c'est le drame de l'environnement et du droit de l'environnement au sens très large,
pas seulement protection des espèces, pas seulement protection de l'animal, mais c'est probablement l'un des drames du droit de l'environnement de ces 20 dernières années. Il faut espérer qu'avec la montée en puissance de cette préoccupation-là, on arrive à corriger les dispositifs de mise en œuvre, de bras armés pour mettre en œuvre ces règles. Donc en matière de législation sur la protection des animaux, la Suisse ne serait pas en avance sur le reste du monde, c'est ce que vous êtes en train de nous dire? C'est ça? Non mais alors, je dois reconnaître en toute humilité que je ne suis pas un spécialiste de la comparaison avec d'autres États, mais je crois qu'on peut dire à l'évidence que dans la mise en œuvre, on n'a pas de quoi faire les malins. Franchement, on n'a pas de quoi faire les malins. C'est-à-dire que peut-être qu'on a ça et là quelques règles qui, sur le papier, présentent mieux que ce qu'on trouve en Pologne. Peut-être bien. Et puis on peut s'en féliciter, mais sauf que si derrière il n'y a pas de quoi mettre en œuvre, c'est probablement une avancée qui est au fond au mieux symbolique et au pire inutile. Donc une révision de la loi suisse sur la protection des animaux, elle serait pertinente dans les prochaines années? Alors, en tous les cas, dans ce débat-là que l'on a maintenant, ce qui est certain, dans la mise en œuvre, dans les moyens d'application, comment on saisit un tribunal, enfin, c'est toujours la même chose. C'est d'ailleurs pour ça, j'élargis un petit peu le débat, mais qu'on a actuellement cet immense débat en droit de l'environnement sur la question des droits de la nature. Si vous pouvez polluer un fleuve, une forêt, et puis qu'il n'y a personne pour pouvoir porter en justice la violation des règles, ben, tout ça, ça reste lettre morte. C'est la même chose. Si on peut porter atteinte, si on peut maltraiter impunément, parce que les fameux procès d'abattoir, c'est des choses qu'on connaît peu en Suisse. On a très peu de ce genre de choses. C'est en train de monter, heureusement, mais c'est quelque chose qu'on connaît très peu. Donc, c'est peut-être là le premier levier pour une révision de la loi. Oui. Peut-être une question par rapport justement à l'écologie. Est-ce que l'antispécisme, selon vous, il est compatible avec la vision écologiste traditionnelle qui place la préservation de l'environnement, des écosystèmes, de la biodiversité au centre des préoccupations? Qu'est-ce que vous en pensez tous les deux? Alors, c'est une vaste question. Je pense qu'effectivement, il y a souvent une incompréhension entre l'approche écologiste, les écologistes et les animalistes, qui amène effectivement, nous on le voit avec le parti animaliste, quand on a pu avoir des échanges ou des négociations dans le cadre d'accords électoraux au niveau local, on ne se comprend pas parce que d'abord la terminologie n'est pas la même. Nous, entendre parler d'espèces de faune, ça nous hérisse. On parle d'individus. Chaque individu compte. Et c'est pas le fait qu'on va tuer 15 loups qui va nous énerver plus que si on en tuait 8. C'est le fait qu'on commence à en tuer un seul. Je donne le loup, ça pourrait être pour n'importe quel individu. Et tous les individus, quels qu'ils soient, méritent notre considération et notre préoccupation. Et c'est souvent ce qui nous amène effectivement à avoir du mal, surtout sur les définitions, par exemple. En fait, clairement, tout le monde, globalement, veut protéger les animaux. Personne ne veut faire du mal aux animaux. Je pense que si on pose la question, tout le monde est à peu près d'accord là-dessus. Et au niveau politique, c'est pareil. Évidemment, maintenant, aujourd'hui, il ne fait pas bon dire qu'on n'a pas envie de protéger les animaux, pas mettre bien-être animal dans son programme. Mais une fois qu'on a mis ça, quand on commence à discuter, souvent, on s'aperçoit dès qu'on gratte qu'il n'y a rien derrière. Quand on demande, OK, très bien, maintenant, des seuils, des pourcentages, par exemple, la question de la diminution de la consommation de viande. Ça, c'est quelque chose de produits d'origine animale. Tout le monde est pour ça. Ah, mais alors, personne ne met la même chose. Nous, quand on dit on diminue la consommation de produits d'origine animale, on met 50%. Et on veut un chiffre en face. Si on a notre formation politique, les Verts ou d'autres, qui disent « Ok, on est d'accord avec vous », d'accord, mais vous êtes d'accord à combien? Ça veut dire qu'un jour sur deux, vous ne mangez pas de produits d'origine animale. Et jamais, peut-être que c'est différent en Suisse, mais en France, c'est très difficile d'avoir des chiffres. On a toujours des engagements généraux, mais ça ne va pas beaucoup plus loin. Parce qu'ils ne considèrent pas les animaux comme des individus. Quand on parle d'élevage, nous, on veut interdire l'élevage intensif. Eux, ils veulent interdire l'élevage industriel. Et évidemment, ce n'est pas la même chose. Et donc, il y a vraiment cette différence qui vient effectivement de notre approche qui est, à mon avis, pas incompatible, mais qui pose des vrais sujets. Alors en Suisse, on a des partis qui ne veulent même pas du tout diminuer la consommation de viande. Donc peut-être ça rend le débat encore plus difficile, je ne sais pas. Mais je pense qu'on part quand même de plus loin. Ou en tous les cas, on n'en est pas au stade de discuter de pourcentage. Si seulement on en était là, ce serait apprécié. Mais sur cette question, bon, c'est un vaste débat. Ce qui est vrai, et là je dois dire, je vois aussi très bien ça à titre personnel ou dans les cercles dans lesquels je m'engage, c'est qu'il y a une différence de langage, de perception. On n'aborde peut-être pas les choses
par le même angle de vue, par le même angle d'attaque. Je ne suis pas sûr que ce soit rédhibitoire, parce qu'il y a des convergences énormes. Donc, personnellement, je pense que le mouvement écologiste est traversé de plusieurs tendances, de plusieurs approches, de plusieurs projets prioritaires ou moins prioritaires. Et j'ai envie de dire, ce n'est pas dramatique. Ça participe de la richesse de ce projet de société qui, on pourrait le résumer ainsi, veut mettre fin aux formes de domination, de manière générale. Maintenant, oui, il y a parfois des différences de langage, des différences d'approche. Et c'est vrai, pour reprendre peut-être le point, j'écoutais Sophie tout à l'heure, cette fameuse discussion à Genève sur la consommation de viande. C'est vrai que ce qui était en filigrane de ce débat, donc on fait allusion à un débat à l'interne du Parti des Verts à Genève, où la question s'est posée de demander aux élus, à ceux qui portent un mandat électif, de ne pas consommer de viande lorsqu'ils sont en représentation à l'extérieur. Ça a été voté une première fois, et puis l'Assemblée est revenue en arrière en adoptant un texte moins restrictif dans un deuxième temps. Mais ce qui est en jeu ici, j'aborde ce point parce qu'il dit beaucoup de ce débat, c'est l'immense tension qui existe toujours entre le geste individuel et l'engagement collectif. Et ce qu'il faut quand même dire, je ne dis pas que c'est une excuse, mais c'est un vrai débat. En tant qu'écologiste, le jour où on va à la Migros faire ses courses, quand on a un tout petit peu de notoriété, moi je suis avec mes enfants en train de faire mes courses, si j'achète un paquet emballé dans du plastique, une fois sur deux, j'ai le droit à une remarque de Madame Tartampion qui me dit « c'est un scandale », etc. Donc, il y a cette difficulté de défendre un discours qui est un discours sur, c'est ma conception, hein, mais sur le projet collectif qu'on porte. Qu'est-ce qu'on se donne comme règle de vie en société? Et si on se met à dire, toi tu fais bien, toi tu fais pas bien, toi tu fais bien, toi tu fais pas bien, je pense qu'on franchit une limite qui pose de vraies questions et de vrais problèmes. Et c'est probablement ça qui était en jeu dans ce fameux débat. Il y a plein de clés de lecture, il y a plein de grilles de lecture, c'est difficile, mais il faut reconnaître qu'il y a cette tension entre approche individuelle, on pourrait dire entre l'éthique individuelle et l'éthique collective. C'est vrai. Et ça, c'est peut-être une ligne de démarcation entre les écologistes et le mouvement animaliste, c'est vrai. Juste un complément. Je rajouterai autre chose, je pense qu'il y a la question de l'exemplarité. Pour les citoyens que nous sommes, qui ne sommes pas des politiciens professionnels, on a besoin que nos représentants et ceux qui portent des mesures se l'appliquent à eux-mêmes. Et sinon, on s'interroge sur la validité, la sincérité de leurs convictions. C'est ça le problème. Je suis entièrement d'accord et j'essaye autant que possible dans ma vie, comme mes collègues, de le faire. Mais je viens aujourd'hui, je porte des jeans, c'est du pétrole. Je suis venu en train, mais peut-être qu'avant-hier, j'ai dû emmener mes enfants avec une voiture. Enfin, donc c'est terrible, c'est terrible. Si on fait le compte et qu'on donne les bons et les mauvais points, on s'en sort, pour ainsi dire, pas. Et moi, je crois fondamentalement qu'on doit se donner des règles de vie en société, on doit changer les règles du jeu pour réorienter notre société vers moins de carbone, vers moins de domination, etc. etc. Et cette question de l'exemplarité, elle est difficile. Elle est vraiment difficile parce qu'on ne sait pas où mettre le curseur. Bon, en France, vous avez un peu de marge avec l'exemplarité, ça c'est vrai, mais si j'ose le dire ainsi, mais pas pour vous. Mais après, je pense qu'il y a des questions, des sujets, effectivement, le fait des transports, il faut limiter, je suis d'accord avec vous, mais sur des mesures simples, nous on a eu ce débat sur des réceptions officielles, par exemple, avoir des repas végétariens dans certains conseils municipaux. Et c'était un scandale de proposer ça. Ça, c'est de nouveau collectif. Je suis d'accord, mais c'est de nouveau collectif. Et là, alors, je suis le premier à signer. Je suis absolument d'accord. Je suis le premier à signer. D'ailleurs, ça a été un des premiers combats qu'on a mené quand j'ai été élu au Parlement cantonal dans le canton de Vaud. Certains, peut-être, dans la salle, je regarde Isabelle Maillard, s'en souviennent. À l'époque, un jour par semaine, sans viande dans les crèches. C'était il y a peut-être 12 ans, je pense. 10 ans ? 10 ans, merci. Mais le tollé, non mais c'est quand même dingue. On n'est pas en train de dire, on interdit la viande, on est en train de dire, un jour par semaine, vous aurez du risotto à la tomate à la place d'avoir votre steak. Scandale absolu. Enfin, donc là, on est parfaitement d'accord. Mais là, on est de nouveau dans le collectif et dans les règles du jeu qu'on se donne pour vivre ensemble. C'est toujours très intéressant de coopérer, d'échanger, de voir les différents effectivement freins que l'on peut avoir de part et d'autre, et essayer de travailler ensemble à pouvoir les lever, ça c'est sûr. Après, sur les modalités pratiques, j'ai pas d'exemple, mais je suis ouverte. Mais souvent, c'est une excellente inspiration de voir ce qui se fait ailleurs, parce que tout d'un coup, il y a des bonnes idées qu'on n'a jamais eues. Et oui, assurément, échanger des bonnes idées, c'est toujours bon à prendre. Donc vous resterez en contact peut-être. Alors, est-ce que dans le public, il y a des questions ou pas? Allez, qui ose se lancer? Leonardo? Je crois que c'est les Verts qui ont posé récemment un postulat qui reprend un postulat de l'Union européenne
pour notamment régler un problème qui est plutôt économique sur la notion des distributeurs. C'est-à-dire qu'en Suisse, on a un duopole entre la Migros et la Coop. Si vous vendez, la Migros qui possède la quasi-totalité, Jordaner, etc. Si en tant que producteur, vous vendez maintenant à un distributeur, vous ne savez pas la marge que ce distributeur se fait sur votre produit. Et ensuite, du coup, si vous vous rendez compte que finalement on vous paye trop peu ou voilà, il y a un problème à ce niveau-là et vous le dénoncez, selon nos règles, on devrait aller à la Comco, qui est l'organe le plus débordé de Suisse, littéralement. C'est impossible finalement de dénoncer une concurrence déloyale par là, dans les faits assez pratiques. Et c'est un problème qui est généralisé un peu partout, au niveau des marges, au niveau de à qui on vend finalement ces produits. Et l'Europe a proposé un postulat en disant maintenant, on crée un organe tiers où qui on peut, justement, pour ouvrir des voies de droit, porter plainte et faire une médiation. Et on peut aussi rendre les marges un peu plus transparentes. Comme ça met les règles du jeu, finalement, pareil pour tout le monde. Parce que c'est un des gros trucs que moi j'ai constaté quand on a défendu l'initiative sur l'élevage intensif. C'était tellement difficile de dialoguer avec le contre-argument. Pourquoi vous attaquez les producteurs et pas le consommateur ? Alors, pour des raisons politiques, c'est assez évident, mais sur une raison pratique, c'est vrai que c'est extrêmement difficile de ne pas prendre en considération le fait qu'il y a une concurrence loyale, où il y a des difficultés pour les producteurs à vendre leurs propres produits. Et je ne sais pas du tout où en est ces textes, parce que vous venez de le déposer avec le groupe des Verts, où en est ce texte, etc. Mais finalement, en Suisse, on n'est pas, en tout cas au niveau vraiment du commerce mondial, on n'est vraiment pas plus en avance que l'Europe que ça. Je ne sais pas du tout pourquoi on croit ça, en parenthèse. J'ose répondre. Alors, entièrement d'accord avec vous sur le constat, entièrement d'accord avec vous sur le fait que c'est un levier d'action. Il y a vraiment un problème assez grave en Suisse avec la chaîne de valeur. C'est-à-dire que sur la chaîne de valeur entre la production du côté de l'agriculteur et puis le consommateur final, la répartition du bénéfice, si on veut dire, ou de la plus-value est vraiment assez dégueulasse. Enfin, il faut dire ce qui est. Ce qui est intéressant, c'est que les fêtières agricoles, je me tourne peut-être vers les représentants des paysannes vaudoises, mais les fêtières agricoles sont en train de bouger sur ce point, parce qu'ils réalisent qu'ils sont un tout petit peu en train de se faire avoir depuis de longues années. Quand je dis ils sont en train de bouger, c'est que jusqu'à maintenant, parler d'intervention un peu plus forte de l'État. Alors, il y a des autorités de régulation du type Comco, mais on pourrait imaginer d'autres instruments plus forts. Et les fêtières agricoles sont en train de se dire, maintenant, on pourrait intervenir pour mieux répartir la chaîne de valeur. Donc, en gros, réduire les marges des distributeurs et augmenter les marges des producteurs. Donc, entièrement d'accord. Ou même juste les voir, parce que exactement. La dernière fois qu'elles ont été publiées, elles sont cherchées sur Darknet. C'était un bordel. Et puis maintenant, concrètement, sur le traitement du postulat, c'est dans les tiroirs de la Berne fédérale, comme beaucoup d'interventions parlementaires, en ce sens qu'il a été déposé, et puis il y a un délai jusqu'au moment où il est voté, et puis ensuite, s'il est accepté, ça donne mandat au Conseil fédéral de faire un travail d'analyse approfondi. Et le vote n'a pas encore eu lieu, et ensuite, le Conseil fédéral risque, de ne pas considérer que c'est un dossier prioritaire. Je le dis poliment. Donc, il faut prendre encore un peu de patience avant qu'on voit un résultat concret. Je voulais juste vous poser une question par rapport à l'allocution « droit des animaux » qui est apparue dès le début sur la vidéo de présentation, où en fait les droits des animaux sont apparus en intertitre alors que les interlocuteurs eux-mêmes n'en parlaient pas forcément. Et ce serait une question par rapport à votre positionnement de l'utilité politique, de son utilité de levier, du vocable « droit des animaux ». Et pour orienter un petit peu la question, en 2020, le tribunal fédéral a émis une décision sur la base d'un recours qui venait du canton de Bâle. Au terme de cette décision, le tribunal fédéral reconnaît que des cantons peuvent reconnaître des droits fondamentaux aux grands singes dans les cantons. Donc la porte est maintenant ouverte auprès des législateurs cantonaux pour que ceux-ci puissent introduire dans leur constitution cantonale la possibilité de reconnaître des droits fondamentaux des animaux. Mais par rapport à ce que vous disiez sur l'effet d'annonce et l'effet symbolique, est-ce que ça a une utilité, oui ou non, quand on sait que par rapport à la France, en Suisse, on n'a même pas la possibilité d'un recours associatif pour la protection des animaux. Donc, est-ce qu'on ne marche pas sur la tête lorsqu'on veut en passer aux droits fondamentaux alors qu'on ne peut même pas faire un recours quand on est une association ?
Alors, vous avez tout dit dans votre intervention. Cet arrêt du TF, il est très intéressant. Il portait sur une initiative populaire la question de savoir si on pouvait la valider. Donc, il a fait un pas assez intéressant. Mais si on a ensuite, dans une constitution, la protection de droits fondamentaux pour des animaux ou des primates ou que sais-je, ça restera lettre morte. Ça, on peut carrément en être certain s'il n'y a pas un moyen d'agir pour veiller à leur respect. Et ce moyen d'agir pour veiller à leur respect doit être organisé de façon à ce que quelqu'un puisse le saisir. C'est-à-dire il faut un déclencheur, il faut quelqu'un qui porte ce droit. Et c'est pour ça que j'élargissais un peu le débat sur la question des droits de la nature au sens large. Dans les législations les plus progressistes où on confère des droits à la nature, on doit faire toujours deux choses. On doit donner les droits à la nature et ensuite dire qui peut les faire valoir. Donc on dit en gros, typiquement en Amérique du Sud, c'est des mouvements assez forts, tel fleuve bénéficie de la personnalité juridique, telle fondation est chargée de faire valoir en justice des violations de ses droits. Et donc, c'est ce qu'il faut faire. Alors, ça peut prendre la forme d'un procureur pour les animaux, ça peut prendre la forme d'une association à but idéal, d'une fondation, mais ça, c'est des choses où, pour l'instant, en Suisse, là, on n'est pas seulement les plus mauvais, mais on a un siècle de retard. Tout ça, alors là, là, je suis intarissable sur ce sujet, parce que j'ai notamment travaillé sur ces questions pour mon doctorat, mais notamment parce qu'on a une conception complètement individualiste, utilitariste de la saisine de la justice. En gros, pour lutter contre le cabanon de jardin du voisin qui a les tuiles de travers, on a des dizaines de voies de droit, mais pour lutter contre le fait que la pollution de l'air vous tue ou tue plusieurs milliers de personnes chaque année, il n'y a pas de voie de droit. Et c'est exactement la même thématique avec les droits des animaux. Excusez-moi, juste un complément. Donc les associations ne sont pas recevables à agir ? Donc, il y a juste pour... Enfin là, on débattra à la pause, hein, mais c'est peut-être quand même quelque chose de fondamental à retenir, c'est qu'il y a deux modalités de recours des associations. Il y a un recours dit idéal qu'on a conféré au compte-gouttes à quelques associations dans le domaine de la protection, on va dire, de l'environnement et de la nature, mais dans des contextes très particuliers, notamment pour des grands projets. Typiquement, vous avez un grand projet de parking. À partir d'un certain nombre de places, certaines associations auront la qualité pour recourir, de par la loi. Mais ce recours-là est vraiment octroyé au compte-gouttes, et en matière de protection des animaux, il n'existe pas. Et l'autre modalité de recours, c'est ce qu'on appelle un recours corporatif fait dans l'intérêt des membres. Ça veut dire que vous faites un recours, et pour que ce soit recevable, vous devez démontrer que la moitié ou plus de vos membres ont eux-mêmes un intérêt individuel. Ça veut dire que si vous défendez une association de quartier qui se bat contre une nouvelle usine, vous allez pouvoir être considéré comme recevable parce que vos membres, ce sera les voisins. Mais en revanche, si vous faites une association pour lutter contre les pratiques dans un abattoir, vous n'aurez pas de qualité pour recourir parce que les membres ne sont pas directement touchés. Ils le font à but idéal. Donc là, la Suisse est rétrograde, enfin, c'est poli de le dire ainsi. Ah oui, parce que, juste une observation, je ne savais pas du tout. Nous, en France, au contraire, les recours des associations, c'est notre arme, on utilise ça et ça se multiplie. Et ça permet, sur les plaintes qu'on faisait il y a quelques années, on avait un classement vertical très régulièrement. Et depuis qu'il y a eu les plaintes avec L214, toute cette médiatisation, maintenant, les parquets ouvrent des enquêtes sérieuses. On a une journée, 2 jours d'audience où les exploitants d'abattoirs se retrouvent à la barre à devoir se justifier. Donc, je ne savais pas du tout. Ah ouais. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. On pourrait continuer le débat à l'apéro parce qu'on a passé à la dernière partie. Désolée s'il y avait d'autres questions, on pourrait les poser aux personnes un peu plus tard.